Selon les normes internationales, le Japon est l'un des pays les plus sûrs du monde. Mais dans ces rares cas où quelque chose d'horrible se produit, le criminel pousse toujours la situation à l'extrême. Si vous demandez à un Français quel est le crime le plus horrible commis au Japon, il se souviendra probablement de l'unité 731. Peut-être à propos de Nevada Tan ou, en principe, de toute autre affaire célèbre ayant reçu un écho mondial. Mais à en juger partout, si vous demandez spécifiquement à un Japonais, alors le plus souvent à l'esprit vient justement cet incident, un CS qui est rarement discuté et dans son ensemble. Ce que la presse, ce que les youtubeurs ne l'aiment pas particulièrement, parce que les détails ici sont manifestement pas pour tout le monde, mais nous allons prendre le risque, car vous êtes sur ma chaîne, où de temps en temps j'étudie les crimes réels et les phénomènes étranges. Si cela vous plaît, alors abonnez-vous et commençons. Alors, le matin du 27 mai 97, le concierge de l'école primaire de la ville de Kobe a pris son service. Le matin pour cet homme commençait toujours avant les élèves et les enseignants avec le lever du soleil. Mais même, il semblait que dans cette heure si paisible et calme, il y avait une anxiété dans l'air. Et cela durait déjà depuis longtemps. La ville de Kobe n'avait pas encore récupéré de la série d'attentats qui avaient eu lieu au début de l'année. Alors, un fou avait attaqué plusieurs adolescents locaux. En février, 2 écolières, qui rentraient chez elles après les cours, avaient reçu des coups de marteau à la nuque. Le criminel avait réussi à s'échapper avant d'être vu. Heureusement, malgré les graves blessures crâniennes, les 2 filles avaient complètement récupéré. Cependant, il s'est avéré que ce n'était pas un CAS isolé. Le 16 mars, le même criminel a porté un nouveau coup, cette fois-ci contre Ayaka, âgé de 10 ans, et Kazumi, âgé de 9 ans. Ayaka a reçu une grave blessure à la tête. Kazumi, qui a été attaqué juste 10 minutes plus tard, a été blessé par une lame tranchante à l'abdomen. Ayaka, qui a reçu une blessure crânienne, est décédé un peu plus d'une semaine après l'attaque. Mais Kazumi a survécu à cette épreuve terrible. La lame de l'agresseur s'est arrêtée, évitant de justesse la moelle épinière. Et contrairement aux autres victimes, Kazumi a réussi à bien voir le visage de l'homme. Les détectives ont immédiatement compris que derrière les 4 attaques se cachait la même personne. À côté de chaque lieu de l'incident, il laissait sa carte de visite, des carcasses d'animaux mutilés. Dans un endroit, on a trouvé un pigeon décapité et dans un autre, un écureuil. À ce moment-là, 2 mois s'étaient écoulés depuis le dernier attentat du maniaque inconnu. Et bien qu'il soit toujours en liberté, les parents des enfants, les enseignants et les élèves ont osé soupirer de soulagement, pensant que ce détraqué avait tout simplement eu enough. Il s'était retiré en lui-même ou avait réalisé qu'il faisait des erreurs. Seul le soupir de soulagement s'était transformé en anxiété avec le temps. Le 24 mai, un garçon de 11 ans du coin, Jun Hase, avait disparu. Tous soupçonnaient que dans sa disparition, le même meurtrier insaisissable était responsable. Le matin de ce malheureux 27 mai, le concierge s'approchait de l'école et nota de petits objets sombres gisant sur le sol non loin de l'entrée principale. En s'approchant, il comprit que c'étaient les restes mutilés de 2 animaux domestiques. Au début, il ne comprit pas ce qui se passait et alla plus loin, inquiet, en notant un autre objet au pied des portes principales. Et en l'examinant de plus près, il comprit que ce n'était pas simplement un animal. C'était la tête tranchée de Jun Hase, ce même garçon qui avait disparu juste 3 jours auparavant. Les cavités orbitaires étaient vides et des croix étaient gravées sur la chair. À l'intérieur de la bouche, fendue de l'oreille à l'oreille, une note en papier froissé était placée. Sur elle, un message moqueur avait été laissé pour les détectives, écrit en encre rouge. C'était le début du jeu, police. Arrêtez-moi si vous le pouvez, disait la note. Un peu plus bas, le criminel avait également écrit un message en anglais avec des erreurs,
et à la fin, il était signé Sakakibara Seito, c'était un pseudonyme créé à l'aide des idéogrammes kanji signifiant diable. Ce même jour, à 500 mètres à l'ouest de l'école, sur une colline appelée colline du réservoir, le corps décapité du garçon avait été trouvé. Il avait été soigneusement caché et il fut bientôt établi que la tête avait été tranchée à l'aide d'une scie à main et ensuite mutilée avec le même outil. Malgré l'appel à fournir des informations, aucun nouveau témoin ne s'est manifesté. Cependant, les journaux et les chaînes de télévision supposaient que le criminel était probablement un homme de 30 à 40 ans avec une constitution physique très robuste. Une semaine et demie après la découverte de la tête de Jun, une enveloppe brune sans adresse de retour arriva à la rédaction de l'un des plus grands journaux de Kobashi. Et à l'intérieur se trouvait une lettre écrite par quelqu'un qui prétendait être le meurtrier. Qu'il mettait sa vie en jeu pour ce jeu, qu'il était pris, il serait probablement pendu. La police devait être plus prudente et persévérante dans sa poursuite. Seulement lorsque je commets une violence, je me libère de la haine constante et j'obtiens la paix. Seulement lorsque je fais du mal à quelqu'un d'autre, je soulage ma propre douleur. L'auteur a déclaré qu'il allait attaquer des écoles en raison de sa haine envers le système éducatif japonais, qui, selon lui, l'avait transformé en une personne battue, isolée et solitaire. La lettre était à nouveau signée Sakakibara, mais dans la panique et la confusion générale, les médias japonais ont erronément nommé son nom Anibara, c'est-à-dire la rose diabolique. Cette erreur a coûté cher aux journalistes, car elle a forcé Sakakibara à envoyer une autre lettre à la rédaction des nouvelles. Désormais, si vous lisez mal mon nom ou gâchez mon humeur, je vais détruire 3 personnes par semaine. Si vous pensez que j'ai mis la main uniquement sur les enfants, alors vous vous trompez lourdement. C'est-à-dire qu'il disait littéralement qu'il allait prendre 3 vies aléatoires par semaine si quelqu'un se trompait à nouveau en prononçant son nom. En fin de compte, un jeune homme ayant une expérience de mauvais traitement envers les animaux est tombé dans le champ de vision des enquêteurs. Ils avaient suffisamment de preuves pour l'accuser. Et voilà, enfin, le 28 juin, un mois après que la tête de Jun ait été trouvée près des portes de l'école, ce cauchemar a pris fin. Il a été annoncé que le suspect de 14 ans avait été arrêté. L'opinion publique a été choquée par le fait que le coupable était un adolescent si jeune. En raison des lois japonaises strictes sur la protection de la vie privée, le nom du suspect est resté inconnu pendant des décennies. Et dans les médias, on l'appelait simplement le garçon, mais cependant, il a été révélé récemment que son vrai nom était Shinichiro Azuma. Il étudiait avec Jun As dans la même école, cette même école où, justement, on avait trouvé la tête d'Azuma. Il a raconté aux autorités comment, le samedi 24 mai, il avait attiré Jun sur la montagne, en lui promettant de lui montrer une tortue géante qui vivait près du réservoir d'eau. Ensemble, ils ont gravi le sentier vers le haut. Là, Azuma a étranglé Jun avec un cordon ordinaire, puis a caché son corps sous les planches de la cabane la plus proche. Le lendemain, il est revenu avec une scie à main et un sac poubelle noir. Là, il a retiré la tête de Jun et a même bu un peu de son sang. Il a expliqué qu'il avait ainsi purifié sa propre âme, qu'il considérait comme souillée. Il a également enlevé ses yeux, expliquant cela en disant qu'il avait ainsi extrait son âme. Il a emporté la tête chez lui, puis l'a placée aux portes principales de son école tôt le matin du 27 mai. À la question de pourquoi il avait fait cela, Azuma a simplement répondu que, ce jour-là, il avait éprouvé un désir intense de tuer. Et lorsqu'il avait rencontré Jun, qui se dirigeait vers ses grands-parents, il s'était rappelé que le garçon aimait les tortues et l'avait considéré comme une proie facile. Azuma affirmait qu'il éprouvait une satisfaction de savoir que le garçon appartenait maintenant à lui. Les raisons qui l'avaient incité à laisser la tête près de l'école primaire étaient doubles.
D'abord, c'était une manœuvre de diversion. Selon Azuma, les détectives n'auraient jamais pensé que le meurtrier laisserait son œuvre près de sa propre école. Ensuite, il voyait cela comme une vengeance envers l'école elle-même, l'institution qui, selon lui, détruisait son esprit. Lors de l'interrogatoire par les enquêteurs, Azuma non seulement a reconnu avoir tué Jun, mais également déclaré qu'il était l'auteur des attaques contre 4 écolières au début de l'année, notamment Ayaka Yamashita, qui était décédée des suites de SS blessures. Parlant d'Ayaka, Azuma avait écrit dans son journal intime « Aujourd'hui, j'ai mené une expérience spéciale pour confirmer à quel point les êtres humains sont fragiles. J'ai brandi un marteau lorsque la fille s'est tournée vers moi. Il me semble que j'ai frappé plusieurs fois encore, mais j'étais trop excité pour m'en souvenir. » Lorsque le 23 mars, Ayaka est décédée des suites de SS blessures, Azuma a à nouveau écrit dans son journal intime « Ce matin, ma mère m'a dit que cette pauvre fille, sur qui j'avais attaqué, était apparemment décédée. Il n'y a aucun signe que je sois découvert. Je remercie Dokushine pour cela. La police continue toujours de me chercher. Qui est ce Dokushine? Cela est resté obscur. Dans une source, il est affirmé que c'est une divinité, souvent représentée sous la forme d'une tête de Bouddha flottante. Mais pourquoi Azuma a-t-il décidé que cette entité le protégeait? On ne peut que spéculer. Quoi qu'il en soit, l'écriture dans son journal intime correspondait parfaitement à la lettre envoyée aux médias et à cette même note. En fin de compte, Shinichiro Azuma a été reconnu coupable du meurtre d'Ayaka et de Jun et envoyé dans une colonie pénitentiaire pour mineurs. 6 avocats ont tenté de prouver que le crime avait été mis sur le dos d'Azuma, qu'il n'avait pas commis. En général, le Japon est tristement célèbre pour son taux de condamnation qui atteint 99%, et il est souvent critiqué pour emprisonner des personnes manifestement innocentes, les forçant à faire des aveux faux. En général, ces avocats se référaient au fait que le criminel était gaucher, tandis qu'Azuma était droitier. En outre, celui qui écrivait les lettres pour les médias utilisait un grand nombre de figures de rhétorique complexes et de kanji tortueux, et était sans doute une personne instruite et intelligente. Il disait qu'Azuma, qui avait à peine obtenu des notes médiocres, n'était pas suffisamment intelligent pour écrire cela. Sans parler du fait que, dans sa propre confession écrite, Azuma affirmait avoir commis des actes qui étaient impossibles pour un adolescent de 14 ans. Ces déclarations de l'avocat d'Azuma ont incité sa propre mère à lui rendre visite en prison et à lui demander face à face si c'était vrai qu'il était coupable des crimes dont il avait été reconnu coupable. Tout à fait calme et sincère, il lui a assuré que c'était vrai. 11 mars 2004, moins de 7 ans après son incarcération, le jeune homme de 21 ans Azuma a été libéré de prison. Après sa libération, Azuma a publié un livre de mémoires sur les meurtres de 97. Malgré l'indignation de l'opinion publique quant à ceux qui essayaient de profiter de ces actes horribles et de tourmenter les familles de ces victimes, cela n'a pas empêché le livre de devenir un best-seller numéro 1 au Japon. Et cela a fait d'Azuma un homme riche. Pour couronner le tout, Azuma envoya aux familles de ses victimes une lettre personnelle d'excuses, jointe à des exemplaires de son propre livre, ceux qui, dans l'ensemble, avaient un air tout à fait provoquant. Des tentatives furent entreprises pour interdire la publication des mémoires, et certains appelèrent à adopter de nouvelles lois interdisant à des personnes semblables de publier des livres liés à leurs crimes. Les psychologues, par la suite, ont émis l'opinion qu'Azuma était narcissique et désespérément besoin d'attention du public. Malgré cela, il s'est produit presque 26 ans auparavant dans le pays du soleil levant et l'on parle encore souvent du tristement célèbre KS de l'école de Koba, qui est considéré comme l'un des crimes les plus retentissants de l'histoire contemporaine du Japon. Il a eu un grand impact sur le pays lui-même, et pas seulement psychologiquement, mais également juridiquement.
car grâce à Azuma, le gouvernement a abaissé l'âge minimal des délinquants passibles de peine pénale de 16 à 14 ans. La chose la plus terrifiante dans cette affaire, peut-être, c'est que cela aurait pu être prévu. Cependant, ni sa famille, ni le Japon lui-même n'ont pu le faire, jusqu'à ce que cela soit trop tard. Grand merci à tous ceux qui s'abonnent et mettent des likes. Et merci pour la lecture.